Tu vois là, on dirait que je surveille la salle. Mais hop, je sais ce que tu fais là-bas aussi. Et je peux me déplacer. Il fallait mieux surveiller cette salle. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Hello les gars, enchantée, moi c'est Clémence Robert, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je fais des vidéos qualitatives et humoristiques toutes les semaines. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux m'entendre parler de la vie, de ma doudoune ou de l'été. Parce que oui, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur l'été et je faisais une vidéo sur l'été en vacances. Et maintenant c'est des travaux. Et cette fois-ci, je vais vous parler de l'été quand on travaille. Parce que oui, je vais vous parler de l'été où j'ai travaillé dans un musée parisien, l'été de mes 18 ans. En fait, à Sciences Po, on nous demande, avant de devenir les penseurs de demain un peu prout-prout, on nous demande de connaître la vraie vie, celle où on met les mains dans le cambouis. Alors du coup, j'ai fait un stage dans un musée. Ouais, ça s'appelle stage de terrain, mais clairement, il y a genre différents types de stages de terrain. T'as celui qui se déterre vraiment et qui fait un stage de terrain d'un mois chez McDo. Genre, il fait la fermeture du McDo à Hôtel de Ville. Les mains dans les nuggets, c'est les ketchup et les gens bourrés. Tu sais, quand tu vas t'acheter un Big Mac bourré à minuit avant d'aller en soirée. Bah du coup c'était mes potes qui te servaient ce Big Mac. T'as aussi les gens qui font un stage en ambassade. Soi-disant c'est un stage de terrain parce que, bah je sais pas, parce que t'as les pieds sur le sol et que t'as les pieds sur du terrain. Je sais même pas pourquoi t'appelles ça un stage de terrain. En ambassade c'est impossible. Et t'as moi qui entre les deux, j'ai participé à une bourse au stage à Sciences Po et je me suis dit bon, ça m'a l'air dans les clous. Je suis pas pistonnée, c'est pas un truc dans un chantier, c'est quand même un stage de terrain, c'est parti. Donc du coup j'ai fait ce stage dans un musée pendant un mois où en gros j'étais agent de surveillance spécialisé. Qui dit premier travail dit surtout premier entretien. Alors du coup vous m'avez dit que vous aviez des compétences en management, c'est ça? Oui tout à fait, en fait vraiment je manage des petits enfants de 3 à 4 ans, je leur donne la soupe, bon je change pas les couches parce qu'ils sont assez autonomes maintenant, je leur ai vraiment appris à se prendre en main, mais par exemple je joue à des jeux de société, ils savent jouer au Cluedo maintenant. Clairement, je n'avais rien à vendre pour ce premier stage. Je me débrouille en anglais et c'est tout. Je pense que j'avais déjà dû servir des cafés donc j'ai clairement dit que je savais accueillir des gens, ce qui est vraiment important dans un musée. D'ailleurs, on vous propose souvent des cafés quand vous rentrez dans un musée, non? Du coup, il y a plein de trucs à faire en fait avant de commencer à travailler. Déjà, j'ai dû acheter des vêtements parce qu'en fait, quand t'es que vacataire dans un musée, ils te donnent pas un uniforme. Du coup, je devais avoir un bas noir et un haut blanc. Donc j'ai acheté chemise, polo, des tops que j'ai jamais remis depuis parce que genre c'est bizarre, tu sais, ceux qui ont des petits bijoux là incrustés, dégueulasse. Ou alors ceux qui maintenant ont des auréoles jaunes sous les bras à cause du déodorant, une catastrophe. J'ai dû acheter des mocassins également parce que tu vas pas surveiller un museur basket. Et donc du coup j'avais des chaussures qui à la fois me faisaient mal aux pieds et à la fois me faisaient puer des pieds. Parce que clairement en juillet à Paris, c'est pas la bonne idée les mocassins, surtout sans chaussettes. Bon, qu'est-ce que ça fait un agent de surveillance spécialisé dans un musée? Ça fait 3 trucs. Premièrement, ça surveille les salles. Tu vois la personne qui est assise ou debout et qui clairement te fait un coucou parce que la personne à qui parlait, c'était moi. Deuxièmement, il fait des travaux, le samedi, à l'après-midi. Deuxièmement, tu dois faire le portique, c'est-à-dire c'était en juillet 2016, donc quelques mois après les attentats. Donc en fait on était hyper vigipirates, on surveillait les sacs, on surveillait, il y avait le truc détecteur de métal, etc. Donc clairement il y avait ça à faire. Et troisièmement, il y avait le vestiaire. Bon, c'était le plan posé, calé, personne ne vient te déranger quand tu fais le vestiaire. Donc qu'est-ce que ça voulait dire surveiller les salles? Premièrement, c'était être imprévisible. On avait déjà premièrement un talkie-walkie, clairement, qui nous permettait d'alerter l'intégralité du musée si jamais on voyait un colis piégé ou ce genre de choses, ou on voyait quelqu'un avec une attitude suspecte, trop proche des sculptures. Attention, dans l'aile gauche du musée, nous avons une urgence! Quoi? On me demande dans l'oreillette, qu'est-ce que ça veut dire être imprévisible dans un musée? En effet, ça veut dire quelque chose, on nous demandait d'être aléatoire dans la surveillance d'un musée et donc de pas avoir un pattern qui se répétait. C'est-à-dire, si t'avais ta petite habitude et que t'aimais bien toujours tourner dans le même sens tous les 30 secondes, quelqu'un aurait pu venir repérer la façon dont tu te baladais pour savoir quand il fallait venir saccager une œuvre. Tu vois là, on dirait que je surveille la salle. Mais hop, je sais ce que tu fais là-bas aussi. Et je peux me déplacer. True story, c'était pas sous ma surveillance parce que clairement moi je surveillais bien trop bien le musée. C'était genre avant qu'on arrive, il y a quelqu'un qui a profité d'un moment où un garde avait le dos tourné pour venir saccager une œuvre. Genre il avait son petit crayon papier et il écrivait sur le côté d'une œuvre et du coup moi je pensais que c'était faux et je vais la regarder effectivement, t'avais clairement des gribouillis en bas à gauche d'un tableau. J'ai toujours rêvé d'être Léonard de Vinci. Je vous dérange? Il fallait mieux surveiller cette salle. Mais un agent de surveillance, non seulement ça surveille les œuvres, mais ça doit aussi surveiller les visiteurs, parce que clairement il ne faut pas qu'ils se blessent dans le musée. Et je vous jure qu'une fois, on a dû arrêter une visiteur parce qu'elle se baladait pieds nus.
Genre la meuf elle portait des talons en sandales et elle avait mal aux pieds et du coup elle s'est dit que le marbre froid du musée allait apaiser ses douleurs. Au calme. Ah, il est super ce carrelage. Ce Caravage. Une autre de mes missions c'était faire le portique. Le portique c'était un peu la mission cool parce que t'avais un peu d'interaction parce que clairement quand t'es dans une salle à surveiller les tableaux bah y a personne qui te parle. Mais du coup, qui dit interaction dit possible discrimination par un employé du musée qui est clairement un trou de balle. Genre il y a un gars, appelons-le Robert, qui m'a clairement précisé de surveiller les touristes d'une telle nationalité, je ne vais pas citer le pays parce que ça ne sert à rien, parce que je cite, eux, ils veulent juste manger dans le jardin. Je précise que c'était une sorte de problème du musée parce qu'il était gratuit et qu'effectivement, les gens venaient vraiment manger dans le jardin. Ce qui fait que du coup, que des fois quand on ouvrait les sacs, on voyait des trucs bizarres dedans. Vous pouvez me dire ce que vous comptez faire avec ça, dans un musée? Et ça? Et enfin, comme je vous le disais, le bon plan, c'était le vestiaire. Au vestiaire, bah, t'étais assis, tu pouvais lire un livre, parce que personne venait te voir. En juillet, généralement, personne n'a de gros sac, surtout qu'en règle générale, t'as pas le droit de faire rentrer un gros sac dans un musée. Donc il se passait rien, juste t'avais pas le droit d'accepter le pourboire quand on t'en donnait un, ce qui est genre la seule interaction de ta journée que tu pouvais avoir. Seul petit bémol, comme le vestiaire était au sous-sol, tu ne pouvais pas avoir accès à ton téléphone. Et surtout, rappelez-vous, en juillet 2016, il y avait un phénomène qui marchait sur téléphone, phénomène auquel je n'ai pas pu participer. Effectivement, en juillet 2016, c'était la mode de Pokémon Go. Oui, à l'époque j'avais un Nokia, donc je pouvais même pas attraper les Pikachu dans le musée. J'étais très triste. Mais surtout, le plus important dans les expériences comme ça, c'est les gens qu'on rencontre, les parcours de vie, les histoires. Moi par exemple, j'ai rencontré une de mes très bonnes amies là-bas, Pauline, si t'es là, big up à toi. Hein. Mais surtout, on a rencontré les gens qui surveillaient le musée. C'est pas contre eux, mais clairement, ils avaient tous un grain. Entre le mec qui clairement allait divorcer et te parlait et te montrer des photos de sa fille, la personne qui clairement vivait dans le musée en fait depuis 35 ans, ou alors la meuf qui disait « Non mais moi, je vis avec mon chat, je vais très très bien hein ». Il y avait des personnalités. Et en fait, il m'est arrivé un truc de ouf, genre dans la première semaine du musée, et c'est une anecdote que j'ai vraiment envie de vous raconter, et parce qu'en fait, vous ne regardez plus mes vidéos, et je suis très très triste. Je vais faire en sorte que je ne sorte l'anecdote seulement après avoir dépassé les 200 vues. C'est pas énorme 200 vues, alors les gars, allez, on rafraîchit la page, on envoie la vidéo, on partage, on publie sur les murs, aidez-moi à atteindre les 200 vues, et je vous raconterai la fois où j'ai failli me faire virer du musée. Intéressant. Suspense. On veut tous savoir la suite. Bon, du coup, je vous dis à bientôt, à très vite, à la semaine prochaine normalement avec cette histoire de se faire virer dans le musée. Abonne-toi, like la vidéo, regarde d'autres de mes vidéos si tu t'ennuies et qu'il est minuit et demi, on le sait très bien. Gros bisous!